Donc on va commencer par discuter qu'est-ce que c'est la matière. Et c'est une question importante puisque nous sommes constitués de matière. Ouais. Au moins. Alors peut-être d'autres choses, mais ce n'est pas le sujet du cours à l'université. Mais la matière, ça existe. Hein, les tables, les chaises, l'air qui nous entoure. Même la lumière, considérée comme quelque chose de matériel, c'est une onde électromagnétique, mais on verra que ça fait partie de la matière. Et bien sûr, tout ce qui nous compose, ouais, les cellules, ouais, oui, nous sommes composés de matière. Alors il est très intéressant, et je vous invite je vous donnerai quelques titres de films. Il est intéressant quand on est étudiant de regarder un tout petit peu l'histoire des sciences pour savoir comment les scientifiques du passé ont mis en place des raisonnements pour avancer dans la compréhension de la matière et pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Les anciens ne connaissaient pas la centaine d'éléments chimiques qu'on connaît aujourd'hui. Mais on va définir qu'est-ce que c'est les éléments chimiques. Donc d'abord, les gens ont regardé autour d'eux, ils ont essayé de comprendre qu'est-ce que c'est cette matière. Mais on n'a pas commencé à comprendre des choses qui étaient complexes. Je sais pas, le bois, vous voyez, les cellules de notre corps ou les corps composés. On a essayé de trouver dans la nature des éléments qui étaient simples, comme le soufre, d'accord, l'or, des métaux qu'on pouvait avoir purs. Et très tôt, les gens se sont demandé de quoi est composée cette matière. Alors là, écoutez bien, une manière de faire, c'est de dire je vais couper cette matière en petits morceaux. Oui, ça paraît logique, je coupe en petits morceaux. Par exemple, vous prenez de l'or, imaginez, je ne sais pas si vous avez de l'or chez vous, peut-être des pièces. Eh bien, vous coupez l'or. Vous savez, l'or, c'est un métal jaune et bon conducteur de l'électricité. C'est deux de ses propriétés. Il y en a d'autres. Vous savez ça. L'or, c'est un très bon conducteur de l'électricité. On utilise ça pour les connexions, Wi-Fi, tout ça. Et c'est jaune. Vous saviez. Bien. Alors, vous commencez à couper l'or en petits morceaux, et plus petits, et plus petits. Et à un moment, eh bien, vous faites une particule qui a perdu ces deux propriétés essentielles de l'or. Un moment, on ne voit plus à l'œil nu, il faudrait un microscope très puissant. La particule, ou les particules que vous avez faites, sont noires et c'est devenu un semi-conducteur. Bon, même si là, vous ne savez pas forcément ce que c'est un semi-conducteur, mais en tout cas, ça conduit beaucoup, beaucoup moins bien l'électricité. Oui ? Je vous dis ça parce que peu de gens présentent ce raisonnement, mais pour moi, il est important, surtout pour vous, pour l'avenir, si vous devenez des chercheurs. Il faut que vous compreniez bien que, à ce moment-là, on peut se poser de manière légitime la question suivante. Est-ce que ce morceau qui est noir et qui ne conduit plus bien l'électricité, est-ce que ce morceau est encore considéré comme une brique de base de l'or, alors que l'or, je connais deux de ses propriétés essentielles, c'est jaune et c'est bon conducteur d'électricité. Oui. Donc sachez qu'il y a des conceptions, et elles ne sont pas fausses ou farfelues, qui disent que l'atome d'or, métal, c'est ce morceau, et si tu le coupes encore, ça te donne deux morceaux noirs et qui ne conduisent plus le courant. D'accord ? Mais ce morceau contient, la notion qu'on va nous examiner maintenant, bien sûr, encore beaucoup, beaucoup d'atomes d'or. Alors, dans la réflexion des anciens, on va continuer à couper quand même ce morceau noir et non conducteur, et on va imaginer, parce que longtemps on n'a pas vu, aujourd'hui on dit qu'on voit les atomes, mais entre guillemets, on les voit à travers des machines qui interprètent, vous voyez, des choses, et on dit qu'on voit les atomes. On ne les voit pas comme je vous vois vous. Donc on a une interprétation qui dit, finalement, il y a un moment où il y a une particule, et là, j'arrive plus à la diviser avec les énergies habituelles de la chimie.
là, il faut que vous compreniez. C'est-à-dire que pour couper, là, pour séparer les atomes, on est dans des ordres de grandeur, on reverra ces valeurs, de centaines de kilojoules ou kilocalories par mol. Vous voyez, donc c'est ce type d'énergie-là. Et si vous voulez donc maintenant encore fractionner ce morceau-là, eh bien avec ces énergies-là, ça ne marche plus. Et donc on a longtemps considéré que ce fragment, qu'on appelle un atome, était la brique fondamentale de la matière. Alors de l'or, bien sûr, mais ensuite on s'est rendu compte que les atomes, selon la matière qu'on regarde, du carbone, du fer, du soufre, les atomes n'étaient pas les mêmes. En particulier, ils avaient des masses différentes. Oui ? Vous me suivez toujours ? Mais j'insiste sur le fait que cet atome, déjà on ne sait pas isoler un atome des autres, on ne sait pas, on sait manipuler des grandes collections d'atomes, même des petites particules, le domaine des nanosciences, bien évidemment. Mais la notion d'atome isolé, vous voyez, est une notion extrêmement abstraite parce que cet atome isolé, il n'a pas les propriétés de la matière formée par ces atomes. Vous voyez. Et donc, il y a un monde que la science a comblé, bien évidemment, la physique, la chimie, entre la compréhension de l'atome, qui est quelque chose en fait d'abstrait, théorique, qui s'appuie sur des grandes lois, on verra, mécanique quantique, etc., et les propriétés de la matière macroscopique. Donc vous voyez, on rentre dans un domaine, quand on parle d'atome, quelque chose d'infiniment petit, et les principes, les lois qui s'appliquent là ne sont pas si évidentes. Ok ? Voilà. Donc c'est pas grave de ne pas savoir là aujourd'hui encore ce que c'est un atome, parce que c'est pas évident. Il ne faut pas croire que ce soit quelque chose d'évident. Alors au fur et à mesure donc, des expériences qui ont été faites par les chimistes, puis par les physiciens, par la construction de certaines machines particulières, comme par exemple des spectromètres de masse, eh bien on a réussi à identifier un certain nombre de ces atomes. Donc c'est décrit dans des bons livres de l'histoire des sciences. Et aujourd'hui, on connaît entre 115 et 120 atomes différents. Et parmi ces 115 ou 120, il y en a à peu près 90 qui sont stables. Ça veut dire qu'ils ne se coupent pas spontanément en morceaux plus petits. C'est quelque chose qu'on reverra un tout petit peu, même si j'ai vu que ce n'est pas forcément au programme, mais j'en parlerai un peu. Ça s'appelle la radioactivité. Donc là, vous comprenez que dans l'histoire de la découverte et de la compréhension de la matière, on en était arrivé à l'idée que finalement, les matières pures, comme le soufre, le fer, l'or, etc., sont constituées d'atomes particuliers, mais qui étaient différents les uns des autres. Et la différence est essentiellement un problème de masse. Il y a des atomes qui sont très légers, l'hydrogène, l'hélium, et puis il y a des atomes qui sont très lourds, le plomb, l'uranium. Et donc forcément, si tu fais une collection de ces atomes, eh bien la matière que tu obtiens, si c'est l'hydrogène, c'est très léger, et si tu fais le même volume avec de l'uranium, tu vois que c'est très très lourd. Oui, donc il y a la notion de masse. Et nous, on va discuter aujourd'hui d'où vient la masse. Vous allez voir, c'est pas si simple. Là aussi, dans l'étude de la matière, donc, il y a eu des expériences fameuses, par exemple l'expérience de Thomson, où les physiciens, les physico-chimistes ont commencé à chatouiller un tout petit peu, entre guillemets, à bombarder, si vous voulez, la matière, oui, avec des rayonnements, avec des électrons ou avec des noyaux d'hélium, des choses comme ça. Et on s'est dit, tiens, on va regarder ce qui se passe quand tu fais ça, avec des atomes différents. Et on a découvert, et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, écoutez bien ce que je veux dire, on a découvert une chose, c'est que finalement, pour beaucoup de matières différentes, comme ça, alors cette matière-là et cette matière-là, eh bien on voit dans tous les cas de figure une particule
chargée négativement, mais ça c'est une convention de signe, hein, donc on a décidé que c'était une particule chargée négativement. Et il y a une chose extraordinaire, ne croyez pas que ce soit trivial, c'est un truc extraordinaire. C'est que ces particules, là, sont toujours les mêmes. Alors que les atomes, les matières, sont des matières différentes. Vous voyez ? Donc ça, c'était une avancée considérable dans la compréhension de la matière. C'est qu'on a trouvé quelque chose dans les différentes matières, de masses différentes, de couleurs différentes, de propriétés physiques différentes. On a trouvé une particule qui, elle, était toujours la même, qui avait la même charge et la même masse. On appelle ça un électron. Et c'est incroyable. C'était une surprise, hein, parce que ce n'était pas du tout évident. Oui, tu ne sais pas, toi, hein, quand tu fais ça. Et donc, ça, c'était une première avancée. Et donc, on en a conclu, hein, comme une hypothèse assez naturelle, que finalement, un atome, alors pour l'instant, je vais le dessiner comme une sphère, hein, mais on verra ensemble que ce n'est pas si évident. Voyez. Eh bien, cet atome, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y a là. Voyez. Mais en tout cas, probablement que sur sa périphérie, il doit y avoir ces fameux électrons, parce que quand tu bombardes cet atome avec, je sais pas, de la lumière ou d'autres particules, eh bien, la première particule qui vient, c'est l'électron. L'exemple que j'ai donné dans un cours la semaine dernière, c'est bientôt ça va être l'automne. Vous allez voir, les arbres ont des feuilles qui vont tomber dès qu'il y a un coup de vent. C'est pas le tronc qui part en premier d'un arbre, vous comprenez ? Le tronc, ce qui fait l'arbre, sa masse d'ailleurs, un principal, ça bouge pas. Un coup de vent, et qu'est-ce qui part en premier ? Les feuilles. Et les feuilles, vous voyez, c'est la périphérie de l'arbre. Vous comprenez ? Donc, on n'a pas dit, oui, les électrons, ils doivent être là, au fond. Hein, vous voyez, naturellement, s'il y a les électrons, doivent être à la périphérie. Donc là, on a avancé un petit peu. Mais la chose importante, hein, c'est que c'est toujours les mêmes particules. Donc c'est incroyable. Toute la matière, nous là, il y a la même particule. Électron. Alors, grâce à ce qu'on appelle des spectromètres de masse, on a su assez vite mesurer la charge de cet électron. C'est à peu près 1,6 10 moins 19 coulombs. Et sa masse, c'est à peu près 9,1 10 moins 31 kg. Alors ça, c'est une valeur qu'il est utile de connaître. D'accord ? Ça, c'est bien de connaître l'ordre de grandeur, mais maintenant, si vous voulez l'apprendre, c'est bien. Hein. Connaître la masse d'un électron, c'est utile, parce que vous allez voir, quand on va, dans quelques minutes avant notre pause, discuter de la masse du reste de l'atome, eh bien, vous verrez que c'est beaucoup plus important que cette masse de l'électron. Et donc, vous verrez que la comparaison avec les feuilles d'un arbre est pertinente. Alors maintenant, bien sûr, regardez, il y a un raisonnement évident, c'est que la matière, quand tu la prends en main, même de la matière très pure, genre de l'or, hein, l'or est un métal qu'on peut trouver très pur sur Terre, quand tu le prends, tu ne meurs pas électrocuté, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge, c'est neutre. À partir du moment où on a extrait un électron de ces atomes, eh bien, les physiciens, naturellement, comme nous, hein, ils se sont dit, dans cet atome-là, il doit y avoir, s'il y en a 4 là, des charges positives. On est d'accord ? Pour que l'ensemble soit neutre. Logique. Et donc, on est allé à la recherche de ce qui était à l'intérieur de l'atome, le noyau. Oui ? Là aussi, il y a des expériences célèbres. Vous les trouverez sur Internet. Je vais essayer de faire un petit dessin simple.
on a été capable assez tôt de générer des flux, par exemple, du noyau d'hélium, qu'on appelle la particule alpha. Et on a envoyé ça, par exemple, sur une feuille d'or. Or, son symbole chimique, c'est AU. Et ça, la particule alpha, c'est quelque chose qui est assez gros et déjà lourd en comparaison avec les électrons. On savait, c'est le noyau d'hélium. Hein. Si tu enlèves 2 électrons à l'hélium, parce que l'hélium, on verra, hein, c'est le deuxième élément du tableau périodique, si tu enlèves 2 électrons, il reste juste son noyau. Il est chargé plus 2, mais il était lourd, relativement lourd. Donc c'est quelque chose de gros, quoi. C'est un tronc d'arbre, d'accord ? Tu prends un tronc d'arbre, imagine, tu es Superman, tu t'arraches l'arbre, et tu le balances sur un mur. Ouais. Donc les physiciens, ils se sont dit, bon, normalement, je vais faire, ça va percuter, quoi. Il va se passer quelque chose. Oui ? Nous aussi, on aurait cru ça. Donc on a fait ça, on a envoyé des particules lourdes sur de l'or, qui est un métal lourd. Hein. Eh bien, la surprise, c'est que une grande majorité de ce faisceau incident traverse l'or et tu as l'impression que c'est vide. Alors pas 100%, mais une très très grande majorité de ces troncs d'arbres là, tu vois, et il traverse le mur comme si le mur il n'était pas là. Et ça, c'était un truc incroyable, c'était une découverte fondamentale. Vous allez voir hein, la conséquence de ça. Eh bien là, les physiciens, ils ont été obligés d'admettre que même si les électrons sont extrêmement légers, vous voyez, et qui donc ils ne représentent pratiquement rien sur la masse de l'atome, la masse des atomes, elle est concentrée dans un point extrêmement petit. On le place au milieu, hein, pourquoi pas, ça a du sens. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est gros. Alors qu'on a pensé ça au départ. Hein. On pensait qu'il y avait des grosses particules, parce que toute la masse. Et en fait, ça c'est la première image que vous devez avoir de l'atome, c'est que c'est un truc qui est vachement vite, quoi. Il y a des électrons, et vous allez voir, hein, après on discutera un peu de la nature des électrons. Les électrons, c'est plutôt des ondes, ouais, et c'est extrêmement petit. Et le noyau, ça sert toute la masse, mais par rapport au rayon moyen qui est dû essentiellement donc à ce qu'on appelle le nuage électronique, ce noyau, il est à peu près 10 000 fois plus petit que l'atome. Donc essayez de dessiner, vous verrez, sur vos tablettes quelque chose. Vous faites un cercle, je ne sais pas, 10 cm, et vous essayez de dessiner au centre de ce cercle un autre petit cercle, donc, qui est 10 000 fois plus petit. Hein. Donc vous faites 10 divisé par 10 000 en centimètres. Ça ne fait pas beaucoup. Vous voyez ? Vous n'arriverez même pas à le dessiner. Vous me suivez ? Tout le monde. Vous me suivez ? Voilà la première image que vous devez avoir de l'atome. Et c'est quelque chose qui est totalement incroyable. Parce qu'à notre échelle, la matière, vous voyez, on a l'impression que c'est plein, quoi. D'accord ? C'est dur, quoi. Alors que si tu regardes comment la physique a analysé l'atome dans le détail, tu te dis, mais c'est vide, quoi. Et pourtant, à notre échelle, tu vois, c'est dur, comme tout. C'est plein, quoi. Non, oui, ça... Il faut être étonné par ça. Ne croyez pas que ce soit naturel du tout. Je sais que beaucoup d'enseignants pensent que c'est lambda. C'est pas lambda. C'est quelque chose qui est incroyable dans la compréhension de l'infiniment petit. L'infiniment petit n'est pas plein. L'infiniment petit est plutôt très vide. Tu vois ? Et vous savez qu'à un moment, hein, on parle un peu, c'est l'énergie qui est là dans l'infiniment petit. Oui ? Et à un moment, l'énergie, la masse, énergie. Et quand on dit ça plusieurs fois, comme un mantra, il y a Einstein qui vient, tu vois, E égale mc2, oui. Et il y a un bon film, ça sera mon dernier mot avant notre petite pause,
que je vous invite à regarder absolument dès ce soir. C'est Biographie d'une équation E égale mc2. C'est un film qui a été co-réalisé par Arte, il y a de nombreuses années, et vous le trouvez sur Internet. Biographie d'une équation E égale mc2. C'est un vrai film qui a été fait et qui raconte l'histoire de cette fameuse équation d'Einstein. Et vous verrez dans ce film, je suis sûr que vous penserez un peu à moi, on raconte un peu comment on a défini l'énergie, on a défini la masse, on a défini la vitesse de la lumière au carré. Et vous verrez dans ce film des grands chercheurs du passé. Et vous verrez que c'est tout à fait émouvant, parce que ne croyez pas que c'était simple, voyez, de faire des avancées scientifiques importantes. Et donc tout ça n'est pas si évident, voyez. Et on le doit à des grands génies du passé. Mais pourtant, aujourd'hui, ça, c'est ce que l'on sait de l'atome. Alors quand même, pour finir, la masse maintenant, voilà, c'est 1,609, mais bon, à peu près 1,6. La masse des particules, mais je vous dirai après, il y a deux types de particules dans le noyau. Il y a la masse de ces particules positives, qu'on appelle des protons. Donc, ils sont chargés plus 1,609 10-19 coulombs, forcément, ils compensent exactement la charge des électrons, et leur masse, c'est à peu près 1,67, regardez bien, 10-27 kg cette fois-ci, 10-27, alors que l'électron, c'était 10-31 kg.